porter sur la question: le cerveau a-t-il un sexe? Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous installer pour qu'on ne prenne pas trop de retard, parce qu'il y a des contraintes horaires d'avion pour nos intervenants qui nous font le plaisir d'intervenir. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous asseoir. Donc, comme je vous le disais, la conférence de l'après-midi, le cerveau a-t-il un sexe? Donc, on dit que les femmes ne savent pas lire les cartes routières, que les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, on va voir si dans le domaine de la santé, les constats sont un peu similaires. Et on a tendance à constater que le retard mental, l'autisme, les tumeurs au cerveau atteignent davantage les hommes, tandis que les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer, l'anorexie ou encore la dépression touchent davantage les femmes. Alors, pour débattre de ce sujet, il nous fallait un couple, bien entendu, pour débattre du neurosexisme. Voilà. Et donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS, et le professeur Claudine Junien, professeur émérite de génétique médicale, responsable scientifique de l'INRA de Jouy-en-Josas et membre de l'Académie de médecine. D'accord. Et alors, donc, pour animer nos débats, ce sera donc Catherine Gauliot, rédactrice en chef du Point. Mais effectivement, on va peut-être attendre 30 secondes que tout le monde puisse s'installer et que les personnes qui se sont inscrites à notre conférence puissent entrer et prendre place. On commence Ok. Bon. Eh bien, écoutez, Catherine, alors je vous passe la parole. Alors, nous avons la chance de participer à une discussion qui sera peut-être la plus sexy de tout le colloque. Est-ce que notre cerveau a un sexe? Et c'est une question d'autant plus importante aujourd'hui qu'elle a des implications aussi bien médicales que sociales, culturelles et même politiques, puisque s'interroger sur le sexe du cerveau, c'est aussi se poser la question de savoir si on est homme ou femme, ou si on peut changer ou évoluer dans son sexe. Est-ce que l'identité sexuelle correspond au sexe du cerveau? Est-ce que les femmes ont les mêmes capacités que les hommes, mais laissées de Versailles, ou vice-versa, etc., etc., etc. Donc c'est une question vraiment très importante aujourd'hui, et je pense que peut-être que la première chose que nous devrions faire, c'est de définir ce qu'est exactement le sexe et ce qu'est le genre. Et je propose par exemple à Franck Ramu de nous aider à aborder ce problème et d'arriver à le préciser. Oui, donc c'est très important de commencer par bien définir les mots, les concepts. Donc le sexe, c'est un concept biologique qui est défini à travers toutes les espèces et qui définit des rôles reproductifs. D'accord? Donc dans une espèce animale, il y a deux types d'individus. Il y a des individus qui mettent la moitié de leur génome dans un gros œuf, et ça, on appelle ça des femelles. Et puis, il y a l'autre moitié des individus qui mettent la moitié de leur génome dans une petite cellule, un spermatozoïde,
et ceux-là, on les appelle les mâles. Donc voilà, il y a 2 rôles reproductifs dans la plupart des espèces animales, bien définis par la nature de la cellule qui contient le génome. Et puis évidemment, la petite cellule doit rencontrer le gros œuf. Et après, chez la plupart des mammifères, ces différences se manifestent aussi dans d'autres différences, par exemple les chromosomes sexuels, XX chez la femelle, XY chez le mâle, et puis les organes génitaux qui sont différents, le fait que la gestation se fait dans l'utérus de la femelle, etc., etc. Donc voilà, le sexe, ça existe chez l'être humain comme dans toutes les autres espèces animales, mammifères en tout cas, ce sont des rôles reproductifs. Et puis il y a le genre, qui est quelque chose qui est construit socialement. C'est ce que nous, êtres humains, dans une société donnée, nous pensons que sont les caractéristiques typiques ou souhaitables des hommes ou des femmes, les comportements typiques ou souhaitables des hommes et des femmes. Donc c'est quelque chose qui peut changer d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, et évidemment ça se superpose au sexe. Il y a des hommes et des femmes qui sont définis par leur rôle reproductif, et puis ils acquièrent des manières de se comporter, des manières de s'habiller, de se couper les cheveux, qui sont typiques du genre masculin et féminin dans cette société, dans cette époque. Et évidemment, ce qui est très compliqué, c'est qu'après, quand on commence à comparer les hommes et les femmes, et qu'on dit ils diffèrent en tel et tel point, est-ce que c'est une différence qui est due à leur sexe ou est-ce que c'est une différence qui est due à leur genre? Là, ça devient très compliqué à démêler. Mais pas impossible. Oui, mais justement, aujourd'hui, il y a vraiment un débat, puisqu'il y a des scientifiques qui disent que finalement, homme-femme, fondamentalement, ça n'existe pas. Tout ça, c'est une construction sociale. Et la question peut-être qu'on doit se poser aujourd'hui, et qui est vraiment intéressante, c'est qu'en gros, est-ce que finalement, homme-femme, c'est le même combat, donc on peut, quand on est né femme, devenir homme, homme, naître femme, etc. Ou est-ce que, comme le disent certains aussi, là c'est la position opposée, il y a d'un côté Mars, de l'autre côté Vénus, on est tous extrêmement différents, et il y a des choses que les femmes peuvent faire et que les hommes ne peuvent pas faire, etc. Donc Claudine, j'aurais voulu savoir si, par exemple, on ouvre un cerveau, est-ce qu'on peut dire que il y a un côté féminin ou un côté masculin? Est-ce qu'on peut, d'un point de vue biologique, dire qu'il existe réellement une différence sexuelle? Si on regarde effectivement, si on compare un cerveau d'homme et un cerveau de femme, on peut aussi se souvenir du grand débat qu'il y a eu à propos de la taille du cerveau, où effectivement on disait que les cerveaux des hommes étaient à peu près 10% plus grands que celui des femmes, et que c'était la raison pour laquelle les hommes étaient plus intelligents que les femmes. En fait, on s'est rendu compte en pesant les cerveaux de personnages comme Tourguenieff ou Einstein ou Anatole France que apparemment le poids de leur cerveau n'avait aucune relation avec ce qui était considéré comme leur intelligence. Donc maintenant, si on regarde effectivement des cerveaux, si vous demandez à des anthropologues, ils vous disent que, bon, comme ça, grossièrement, on ne peut pas vraiment faire la différence. Si on regarde à un niveau un peu plus microscopique et qu'on regarde différentes régions du cerveau, il y a des régions du cerveau où on dit qu'il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence entre l'homme et la femme. Mais ça ne résout pas le problème puisqu'il y a quand même une grande diversité. Bon, c'était les exemples que je vous donnais, Einstein et Anatole France. Il y a une grande diversité à l'intérieur des groupes, des hommes et des femmes. En revanche, si on descend à un niveau de résolution beaucoup plus bas, c'est-à-dire que si on regarde au niveau moléculaire, au niveau de l'ADN, au niveau vraiment de la constitution de la cellule, eh bien là, il y a des différences, et ce sont des différences qui apparaissent dès la conception. C'est-à-dire que dès la conception, la cellule qui est le résultat de la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde va déjà être XX, c'est-à-dire une future fille, ou XY, c'est-à-dire un futur garçon. Et comme ces cellules vont se diviser et vont former les 60 000 milliards de cellules qui composent tout notre corps, ça veut dire que chacune de nos cellules est sexuée.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier et que l'on va toujours pouvoir mettre en évidence sur une cellule en faisant même une analyse d'ADN. On saura si c'est une fille ou un garçon. Il n'y a aucune objection à ça, c'est pas possible. C'est un fait établi. Chaque cellule, y compris chaque neurone donc, puisque chaque neurone qu'on a dans notre cerveau est une cellule et contient l'intégralité du génome humain, y compris XX et XY. Donc en quelque sorte, chacun des neurones dans notre cerveau sait que c'est un neurone d'homme ou un neurone de femme et fonctionne d'une manière typique d'un homme ou d'une femme. Oui, et puis bon, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'en fait, la paire de chromosomes sexuels, la paire XX ou XY, est en fait une ancienne paire de chromosomes qui a évolué au cours du temps. Et cette évolution est un petit peu particulière parce que le chromosome X, donc typique de l'homme, a rétréci au cours du temps. Il a perdu plein de choses, mais il a gardé des choses essentielles. Et parmi ces choses essentielles, il y a à peu près une centaine de gènes. Et ces gènes jouent un rôle fondamental dans ce qu'on appelle les mécanismes épigénétiques. Donc ça, bon, c'est quelque chose que je vais expliquer. Bon, je fais simplement, je termine ma phrase là. Donc sur le chromosome Y, une centaine de gènes qui sont impliqués dans des mécanismes épigénétiques. Et il y a sur le chromosome X des gènes qui sont très proches, qui sont très voisins, mais qui sont un petit peu différents quand même. Alors, il faut retenir que la femelle, la femme, a 2 copies de ces gènes sur l'X, et que le mâle, lui, il a une copie sur l'Y, mais il a aussi une autre copie sur l'X, mais les deux sont un petit peu différentes. Donc déjà, là, il y a des différences. Alors l'épigénétique, pour expliquer ce que c'est que l'épigénétique, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un de mes collègues, Pierre-Henri Gouillon, qui utilisait l'exemple de la tarte aux pommes. Votre génome, donc toute notre génétique, c'est comme un livre de recettes. Et si vous prenez la recette de la tarte aux pommes, eh bien, vous n'avez pas une tarte aux pommes, vous avez simplement une recette, donc quelque chose qui est écrit. Mais pour pouvoir faire la tarte aux pommes, il faut l'équivalent de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il va vous falloir des ingrédients, il va vous falloir des pommes, il va vous falloir de quoi faire la pâte, il va vous falloir des outils, il va vous falloir des moules, un moule, il va vous falloir un four, et à chaque fois, vous pouvez avoir des variations environnementales. Vous allez avoir un cuisinier, un pâtissier qui va plutôt choisir tel ou tel type de pomme. Vous allez avoir un four qui va marcher plus ou moins bien. Et donc, en fait, tout ça, c'est ce qui permet de partir de la recette et d'arriver à tout ce que nous avons dans nos 60 000 milliards de cellules, c'est-à-dire des protéines, des lipides, des glucides, tous les éléments qui constituent notre organisme. Mais ces différences qu'il y a entre hommes et femmes, est-ce qu'on les retrouve par exemple dans les maladies? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des maladies qui sont typiquement féminines et des maladies qui sont typiquement masculines? On dit par exemple que l'autisme, et là Franck Ramu est très compétent pour en parler, est plutôt une maladie qui touche les garçons. Il y a des maladies auto-immunes, par exemple comme les lupus, qui touchent particulièrement les femmes. Est-ce que ça, c'est lié au fait que le cerveau soit sexué? Alors, il y a des modèles animaux qui nous permettent de savoir si les différences sont dues au chromosome XY ou alors si c'est dû aux hormones, ou les deux. Et en particulier, par exemple, le poids ou par exemple les questions immunitaires, on sait qu'il y a, par exemple sur le chromosome X, il y a des gènes qui sont impliqués dans l'immunité. Mais sur le chromosome Y, il y a aussi des gènes qui sont impliqués dans l'immunité. Donc vous avez plus de maladies auto-immunes chez les femmes, mais aussi, inversement, c'est le revers de la médaille, et c'est ce qui fait un petit peu, ce qui correspond un petit peu à ce qui s'est passé au cours de l'évolution. Les femelles, les femmes sont, par exemple, plus réactives quand on essaye de faire un vaccin chez elles. Elles ont besoin de moins de doses de vaccin que les mâles, mais en revanche, elles font plus de maladies auto-immunes. Alors il y a un exemple, celui de la sclérose en plaques, où il y a plus de femmes qui font des scléroses en plaques, mais quand les hommes font une sclérose en plaques, la progression
et plus rapide. Donc il y a des différences de mécanismes entre les deux. Et au niveau cognitif, est-ce que le cerveau est lui aussi très marqué selon le sexe? C'est-à-dire, est-ce que les comportements, les capacités intellectuelles sont aussi marquées selon le sexe? Est-ce que tous ces clichés qu'on entend selon lesquels les femmes ne connaissent rien, ne sont pas bonnes en maths, ou les femmes ne savent pas conduire, ne savent pas lire une carte routière, ce qui est complètement débile, mais enfin bon, etc., etc., est-ce que ça a quand même une base qui serait une base de vérité, sachant qu'il n'y a jamais de fumée sans feu? Alors peut-être j'ai terminé de répondre à la question sur les maladies, puisque on parlait aussi de troubles mentaux, troubles cognitifs. Donc c'est vrai que ce sont des troubles pour lesquels ils ne sont pas spécifiquement masculins ou féminins, mais il y a une différence de prévalence entre les hommes et les femmes. Donc on a mentionné l'autisme, 4 garçons pour une fille, la dyslexie, 2 garçons pour une fille, le TDAH, 2 garçons pour une fille, la dépression, c'est plutôt plus de femmes que d'hommes, les troubles anxieux, plus de femmes que d'hommes, la schizophrénie, plutôt plus d'hommes que de femmes, et ainsi de suite. De manière générale, les garçons sont plutôt plus vulnérables que les filles à tout un tas de dysfonctionnements génétiques ou de facteurs neurotoxiques, etc., et vont exprimer plus de troubles pendant le développement. Évidemment, tout ça, ça se passe dans le cerveau. Hein. Tous les troubles que j'ai cités, ça se passe d'une manière ou d'une autre dans le cerveau. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui diffère fondamentalement dans le cerveau des garçons et des filles, qui les rendent plus vulnérables à certains troubles qu'à d'autres. Alors après, pour parler du tout venant, de nous tous et des capacités cognitives, alors là, évidemment, c'est un sujet extrêmement chaud et épineux. On mentionnait le stéréotype selon lequel les femmes seraient moins intelligentes que les hommes. Bon, depuis qu'on a inventé des tests d'intelligence qui permettent de mesurer ça, finalement, les fameux tests de quotient intellectuel, eh ben, on a mesuré et on s'est rendu compte que non, les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Donc, en termes d'intelligence globale, en quelque sorte, une espèce de moyenne générale de toutes les fonctions intellectuelles, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Par contre, si on regarde à travers tous les tests qu'on peut faire passer aux hommes et aux femmes dans ces batteries-là, eh bien, il y a des profils cognitifs très légèrement différents entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que sur certains tests, en moyenne, les femmes vont réussir mieux que les hommes, et sur d'autres, c'est le contraire. Donc, je crois qu'ici, on a affiché une illustration de 2 tests. Donc vous voyez ici 2 tests. Il y en a un où on voit une espèce de jeu des 7 erreurs, où il y a tout un tas d'objets qui sont arrangés sur une image, et puis à côté il y a presque la même image mais avec un déplacement. Donc c'est le jeu des 7 erreurs. Vous regardez d'abord une image et puis après on la cache et puis on vous montre la deuxième image, on vous dit quels sont les objets qui ont changé. Ok, ça c'est un premier test possible, donc c'est une mémoire des localisations dans l'espace. Il y a un deuxième test en dessous qui vous montre une espèce de forme complexe en 3 dimensions, et puis plusieurs variantes de cette forme à côté. Donc parmi les variantes, il y en a qui sont la même forme mais qui a subi une rotation à des angles plus ou moins grands, et puis il y en a une qui n'est pas la même forme après rotation mais qui est l'image miroir, elle est retournée. Et là on vous demande de déterminer le plus vite possible quelle est l'image qui n'est pas la même forme que l'autre après rotation. Et donc, parmi ces 2 tests, il y en a un qui est mieux réussi par les hommes que par les femmes, et il y en a un autre qui est mieux réussi par les femmes que par les hommes. Donc, vous allez jouer, essayez de deviner dans votre tête en premier quel est celui qui est le mieux réussi par les femmes et quel est celui qui est le mieux réussi par les hommes. Ok, vous réfléchissez à ça dans votre tête. Et alors maintenant, on va voter. Donc, on passe à la diapo suivante. Voilà, donc ceux qui pensent que le test des 7 erreurs est mieux réussi par les hommes et le test de la rotation dans l'espace est mieux réussi par les femmes, levez la main. Ok, donc là on a à peu près 1/5 de la salle qui lève la main. Ok, diapo suivante. Ceux qui pensent que le jeu des 7 erreurs est mieux réussi par les femmes, oh là là, ça y est, on a 80% de la salle qui lève la main. Eh bien, la majorité a raison. Autrement dit, vous avez dans la tête un stéréotype qui correspond à des différences réelles de performance, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes sont un petit peu meilleures pour mémoriser les localisations dans l'espace et les hommes sont un petit peu meilleurs pour se représenter des choses qui sont en rotation en 3 dimensions. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer, cela ? Expliquer, c'est un petit peu compliqué. D'abord, laissez-moi préciser que quand on dit les hommes sont meilleurs que les femmes dans ce test ou les femmes sont meilleures que les hommes dans l'autre, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont meilleures que tous les hommes. D'accord ? Ça veut dire qu'en moyenne,
il y a une différence de moyenne entre les deux populations, mais il y a un recouvrement énorme. C'est comme la différence de taille entre les hommes et les femmes. En moyenne, les hommes sont un peu plus grands que les femmes, mais évidemment, on connaît des femmes qui sont plus grandes que beaucoup d'hommes. D'accord ? Donc c'est pareil pour les résultats dans ces tests. Et en l'occurrence, les différences qu'on trouve entre les deux sexes dans ces tests cognitifs sont bien plus petites que celles que les différences de taille, par exemple. Mais on est aujourd'hui dans une société où les femmes prétendent faire les mêmes métiers que les hommes, où les hommes demandent aujourd'hui à avoir des congés paternité, maternité aussi longs que les femmes. Donc on est dans une société qui a tendance à supprimer ou à effacer les divisions traditionnelles des attributions des sexes. Et de là, certains disent que finalement, ce qui compte fondamentalement, c'est la formation culturelle, c'est l'éducation des enfants, et que les différences qui pourraient exister d'un point de vue purement biologique ne sont pas très importantes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est là que ça devient très compliqué, c'est-à-dire on constate des différences, on les constate à l'âge adulte, on les constate chez les enfants aussi, et évidemment on se pose la question de l'origine de ces différences. Dans quelle mesure est-ce que c'est déterminé par les différences génétiques entre hommes et femmes, par les différences hormonales qui s'expriment dès la gestation, et dans quelle mesure est-ce que ce sont des différences qui sont induites par l'environnement social, le fait qu'on élève les garçons et les filles de manière différente, qu'ils grandissent dans un environnement différent. Là, c'est très très compliqué évidemment de démêler cet écheveau, mais néanmoins, il y a des expériences qui suggèrent que, par exemple, certaines de ces différences, par exemple les capacités de rotation mentale en 3D, on voit les différences entre les sexes dès la naissance, par des expérimentations assez sophistiquées qu'on peut faire chez le bébé. Donc certaines de ces différences semblent exister dès la naissance, avant même qu'on ait eu le temps d'élever les garçons et les filles de manière différente. C'est une première tentative de réponse, mais on est loin d'avoir déterminé les causes de toutes ces différences. Et probablement, dans le cas général, c'est une combinaison complexe de facteurs biologiques très précoces et effectivement de l'environnement familial, social qui ajoute toutes ces différences dans le traitement des garçons et des filles. D'un point de vue purement médical, est-ce que, et vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, Madame Julien, est-ce qu'il faudrait aborder la clinique de manière différente selon les hommes et selon les femmes? Par exemple, les tests de médicaments Alors effectivement, jusqu'à présent, et le NIH, mais aussi la communauté européenne ont pris des mesures pour que ça change. Jusqu'à présent, les tests, par exemple chez l'animal, étaient faits à 80% chez des mâles. Sur les cellules, c'était parfois encore pire parce qu'on ne connaissait même pas le type des cellules, assez souvent. Et les essais cliniques sont faits aussi sur une majorité d'hommes. Alors, il n'y a pas que des essais qui sont faits sur une majorité d'hommes. Inversement, il y a aussi des tests, par exemple pour les vaccinations, qui ne sont faits que chez des femelles. Pourquoi ? Parce que les femelles réagissent mieux sur un plan immunitaire. Donc, il faudrait que, et ça le NIH maintenant a bien posé les points, il faut absolument que lorsque des demandes de contrats de recherche sont faites, il y ait des mâles et des femelles. Ça ne veut pas dire de doubler systématiquement tous les animaux, mais au moins de commencer à faire des tests pour voir si on détecte des différences. Et ensuite, les regarder, ces différences. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, par exemple, dans le cadre de la douleur, il y a une équipe de Montréal qui a montré que les voies de la douleur sont médiées par des cellules différentes chez le mâle et chez la femelle. Dans le cas de la douleur, ce sont les cellules T chez les femelles et les cellules de la microglie chez les mâles. Donc ça veut dire que si on veut trouver des médicaments pour agir sur ces mécanismes, il ne faut pas mélanger les populations, mais il faut vraiment bien cibler sur ce qui va marcher chez une femme et ce qui va marcher chez un homme. Donc ce sont effectivement des différences dont il faut tenir compte au niveau de la recherche pour comprendre les mécanismes qui sont différents, mais aussi au niveau de l'application des traitements quand on connaît les différences. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui revendiquent une identité sexuelle différente de leur sexe d'origine ?
ils sont dans quelle situation? Parce que là, tout ça me paraît très, très compliqué. Donc ils ont une biologie, mais ils ont un sentiment d'identité différent. Est-ce que, comment vous, médecins, vous réagissez par rapport à ça? Parce que c'est aussi parce que un certain nombre de personnes sont dans cette situation qu'ils réclament aujourd'hui une prise en compte du genre qui ne serait pas la même que celle du sexe. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi, je dirais, tout un champ de discussion qui amène à une notion de quasi-neutralisation du genre, où, selon la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, ça veut dire qu'on pourrait choisir son genre en partant d'une certaine neutralité, et que du coup, comme les techniques à la fois chirurgicales mais aussi hormonales existent, les gens qui ont des difficultés de ce type croient qu'ils peuvent réclamer un genre qui leur paraît évident. Ceci étant, sur le plan biologique, en ce qui concerne l'homosexualité, on a quand même aujourd'hui un petit peu plus de notions et on sait un petit peu mieux comment ça marche. Là aussi, on est homosexuel, on ne devient pas homosexuel. Et en ce qui concerne le genre, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que sur le plan biologique, on ne connaît pas encore vraiment les déterminants précis, exacts. Et il y a probablement effectivement des interférences entre, par exemple, si vous avez un cerveau XY, mais que sur le plan des gonades, vous êtes plutôt une femme, il va y avoir un conflit à l'intérieur de vous-même et vous allez avoir des problèmes et les ressentir comme ça. Mais pour l'instant, on ne connaît pas encore les mécanismes. Ouais, peut-être pour préciser, vous avez dit... des personnes ont un certain sexe biologique et veulent exprimer un genre différent. En fait, quand on parle de sexe biologique, c'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs sexes. Il y a le sexe chromosomique, XX ou XY. Il y a le sexe gonadique, c'est-à-dire est-ce que vous avez des testicules ou est-ce que vous avez des ovaires. Il y a le sexe génital, est-ce que vous avez un pénis ou un vagin. Après, il y a l'orientation sexuelle, est-ce que vous êtes attiré plutôt par les hommes ou par les femmes. Il y a l'identité de genre, est-ce que vous vous sentez homme ou est-ce que vous vous sentez femme. Bon, pour 98-99% des gens, le sexe chromosomique, le sexe gonadique, le sexe hormonal, tout ça converge. Et donc, beaucoup de gens, finalement, oui, voilà, ils sont mâles de bout en bout, ils sont femelles de bout en bout, et aucune question se pose. Mais il y a des personnes pour qui, effectivement, ce que disent les chromosomes est en contradiction avec ce que disent les gonades, ou est en contradiction avec ce que disent les hormones sexuelles. Et là, effectivement, ces personnes se retrouvent dans une situation, on va dire, intersexuée. Et là, ça devient très compliqué, déjà dans leur corps, mais aussi dans leur cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui a un cerveau dans un état qui est peut-être hybride entre l'état masculin et l'état féminin. Donc c'est très difficile on ne peut pas juste dire le sexe biologique c'est quelque chose de binaire. Non, en fait, les cas les plus fréquents c'est les cas masculins typiques et féminins typiques, mais il y a en fait tout un continuum entre le masculin et le féminin, et il y a des gens, même s'ils ne sont pas très fréquents, qui tombent un petit peu au milieu, et on a un peu tous les cas de figure, et je pense qu'on est obligé de respecter ce genre de situation. Si des gens depuis toujours se sentent féminins alors même qu'ils ont des testicules et un chromosome Y, qui sommes-nous pour leur dire qu'ils ne sont pas féminins? Vous voyez, à un moment, l'identité de genre, c'est quelque chose de subjectif. Donc moi, je pense qu'il faut tout à fait respecter ce genre de situation de la même manière qu'on a appris à respecter toutes les orientations sexuelles. Mais est-ce que cette approche du genre et du sexe, ces connaissances que l'on a aujourd'hui sur le cerveau, est-ce que elles font l'objet aujourd'hui, ou elles continuent de faire l'objet de recherches de haut niveau ou pas? Ou est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu bloquées par le discours sur le genre? Oui, il y a eu des hauts et des bas dans cette histoire. Dans les années 90, il y avait eu un premier démarrage des recherches sur les bases biologiques de l'orientation sexuelle. On cherchait à comparer le cerveau, surtout des hommes
hétérosexuels et homosexuels pour comprendre s'il y avait des bases cérébrales différentes. Et on a fait de la génétique aussi, essayer de comprendre s'il y avait des gènes différents chez les hommes homosexuels et hétérosexuels. Il y avait des premiers résultats qui n'étaient pas inintéressants, même s'ils ne permettaient pas de conclure totalement. Mais ces premiers résultats ont provoqué un tel tollé avec des gens qui ont trouvé que c'était scandaleux de chercher des bases biologiques de l'orientation sexuelle, avec des procès d'intention en disant que ça allait conduire à l'eugénisme, etc. Et finalement, les chercheurs qui faisaient ce genre de recherche, y compris des personnes homosexuelles, qui cherchaient à comprendre l'homosexualité, tout bêtement, ils ont été tellement harcelés à la suite de ça que, bon, ils ont décidé que c'est bon, moi je touche plus à ce sujet-là, c'est pas la peine, j'ai mieux à faire dans mes recherches. Et puis par ailleurs, ils trouvaient plus de financement pour le faire. Donc, à la fin des années 90, on a mis le couvercle sur ce type de recherche. Il y a eu une espèce de tabou. Et là, si vous voulez, on est passé à une autre phase. 20 ans se sont écoulés, les recherches en génétique ont explosé, et en biologie moléculaire de manière générale, et les recherches en imagerie cérébrale aussi. Aujourd'hui, on a à notre disposition des bases de données de cerveaux sur des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de sujets, et on analyse ces cerveaux dans tous les sens, et les différences entre les sexes, elles sortent quasiment tout le temps. Donc on peut plus les ignorer, et ça redevient un sujet d'étude légitime et respectable, on va dire. Oui, et je l'ai peut-être pour poursuivre la question de Catherine, est-ce que c'est aussi le cas dans les maladies rares? Notamment, est-ce que cette dimension est véritablement intégrée? Bon, je parle bien sûr de maladies rares d'origine génétique. Est-ce que c'est un facteur qui peut concourir? Est-ce qu'on identifie peut-être plus rapidement une méthode thérapeutique ou un traitement? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment être optimiste? Parce qu'à vous entendre, on a vraiment l'impression que c'est de plus en plus intégré. Claudine, peut-être? Dans les maladies rares, enfin, je suppose que vous voulez dire les maladies génétiques. Absolument. De façon générale, effectivement, il y a des différences entre les hommes et les femmes, et c'est quand même c'est connu pour certaines maladies, mais c'est encore largement sous-étudié. Et ce qui serait important, c'est justement de pouvoir comparer les filles et les garçons, les hommes et les femmes, pour découvrir les mécanismes qui sont différents et qui, justement, protègent un sexe et mettre l'autre à risque. Et en fait, c'est maintenant le but des recherches sur les hommes, les femmes, les mâles et les femelles, c'est de découvrir des nouveaux mécanismes. Comme je le disais tout à l'heure, le fait que, dès le départ, il y ait des différences qui portent justement sur les gènes qui sont impliqués dans les mécanismes épigénétiques, ça veut dire qu'on a, quand on regarde les cellules, vous savez qu'on a à peu près 23 000 gènes dans notre génome, mais que chaque tissu, comme le rein, le foie et chaque type cellulaire, va en fait exprimer seulement quelques gènes. Il n'exprime pas la totalité des gènes. Mais ce que l'on voit quand on compare les mâles et les femelles, c'est qu'il y a à peu près 30% des gènes qui s'expriment différemment entre un mâle et une femelle, entre un homme et une femme, dans tous les tissus qui sont examinés. Alors, ces différences, elles peuvent être minimes, mais elles peuvent aussi être très importantes. Par exemple, dans le foie, tous les gènes qui servent par exemple au métabolisme des aliments, mais aussi des médicaments, sont assez différents entre les hommes et les femmes et vont donc conférer une possibilité de générer des métabolites à partir de tout ce qu'on ingère, ou par exemple pour les hormones, qui vont être différents entre les hommes et les femmes. Donc quand on regarde les métabolites circulants dans le plasma, dans le sérum, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et ça veut dire que, comme le plasma, le sang, il passe aussi au niveau du cerveau, le cerveau reçoit aussi des messages différents par l'intermédiaire de ces liquides circulants. Il reçoit des messages circulants qui viennent de l'ensemble, de la totalité de son corps.
Donc il y a des différences qui vont venir s'ajouter aussi aux différences fonctionnelles, structurelles que l'on a au niveau des cellules du cerveau. Mais alors, ce sera peut-être ma dernière question, parce que le temps va nous manquer et il faudrait faire parler la salle, mais est-ce que cela impliquerait, dans l'idéal, une alimentation différente et est-ce que la tendance de notre société à tout neutraliser n'est finalement pas porteuse de problèmes à terme ? Il y a déjà, par exemple, c'est quelque chose qui est quand même connu, des différences, par exemple, sur les préférences alimentaires. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes attirances. Alors, on peut aussi rétorquer que c'est quelque chose qui est lié au genre. C'est peut-être mieux pour une femme de manger tel ou tel type d'aliment, ou elle a peut-être été éduquée comme ça. Mais il y a quand même, en tout cas chez l'animal, on voit ces différences de préférence au niveau de l'alimentation. Par exemple ? Par exemple, chez le rat ou la souris, quand on lui présente différents types d'aliments, eh bien, on s'aperçoit qu'il va avoir une préférence à la fois qualitative, mais aussi quantitative pour certains types d'aliments. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous allez avoir des questions. Peut-être, Catherine, on peut prendre quelques questions de la salle. Donc, n'hésitez pas à vous signaler, à lever la main. Voilà, monsieur. Oui, ces différences que vous avez notées, est-ce que ça a un caractère universel ? Si, par exemple, on essaie de trouver ces différences en Afrique, en Asie, ou dans une population noire ou asiatique, est-ce qu'on retrouverait ces mêmes différences ? Alors, ça dépend de quelles différences vous parlez. Si c'est des différences qui sont liées au sexe ou si c'est des différences qui sont liées au genre. Si ce sont des différences qui sont liées au genre, il peut y avoir des différences selon les populations, selon la culture. Alors, les différences liées au sexe, oui, on les retrouve un petit peu partout, mais il y a quand même des différences. Je prends l'exemple d'un médicament antihypertenseur. Aux États-Unis, on s'était aperçu que ce médicament antihypertenseur marchait mieux chez les Américains d'origine africaine que chez les Blancs américains. Donc là aussi, la FDA avait proposé que on ne donne ce médicament que aux Africains. Et puis il y a eu là encore une levée de bouclier en disant que c'était de la discrimination. Mais bon, c'était une discrimination dans le bon sens puisque il s'agissait de donner un médicament chez ceux chez lesquels c'était le plus actif. Alors, donc, il peut y avoir des variations génétiques qui varient à travers le monde, mais il y a des variations, par exemple celles qui sont liées à l'X et à l'Y, qu'on retrouve à peu près partout dans le monde. Merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Éventuellement, pour compléter sur les différences cognitives, c'est évidemment très compliqué de répondre à cette question parce que ça impliquerait de faire les mêmes tests dans toutes les peuplades du monde. Ça n'a pas été beaucoup fait, évidemment. Probablement pour le test de rotation dans l'espace en 3 dimensions, là, vous vous souvenez, mes petits cubes, c'est sans doute le test qui a une différence entre les sexes qui a été le plus étudié dans toute la recherche en psychologie. Il y a eu des centaines et des centaines d'études publiées là-dessus dans des dizaines de pays. Alors, je ne peux pas vous dire que ça a été fait chez les Papous de Nouvelle-Guinée, par exemple, peut-être pas, mais y compris dans des populations qui sont pas industrialisées, etc. Donc, au moins sur ce test-là, on a l'impression que la différence entre les sexes est robuste à travers les cultures. Mais c'est très difficile de dire qu'on a la preuve formelle pour toutes les différences qui existent. Probablement, certaines ne se retrouvent pas dans d'autres cultures. Merci beaucoup. Madame, il y a 2 questions. Merci, bonjour. C'est pas une question, simplement quelque chose pour rebondir sur ce qui a été dit au niveau des tests. Qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Simplement, une expérience qui a été faite aux États-Unis et que nous avons reproduit au sein de collèges à Nice. Selon comment on présente un exercice à une classe de filles et à une classe de garçons, les résultats sont différents. Donc, le test était, on présente des formes géographiques. Et là, dans le premier cas, on dit à des classes qui sont au niveau égal, etc., on leur dit « Attention, mesdemoiselles, c'est très compliqué, c'est un exercice de maths ardu, accrochez-vous. » Voilà.
elles ne réussissent pas du tout à cet exercice. Alors que si on leur dit, bah, écoutez, maintenant détendez-vous, nous allons faire du dessin, on vous représente des formes géographiques, géométriques, mais c'est du dessin, elles réussissent beaucoup mieux. Donc c'est à réfléchir, parce que bon, entre ce qui est acquis et inné, sachez aussi que à la ville de Nice, on travaille aussi dans les crèches avec le personnel, comment je porte un bébé, garçon, fille, c'est pas la même chose. Le personnel dit qu'effectivement, il y a des façons de faire qui sont différentes. Donc voilà, je pense que c'est des choses à réfléchir. Merci. Franck Ramu, vous souhaitiez réagir ? Bah oui, l'effet que vous décrivez est bien connu. Il s'appelle la menace du stéréotype. C'est-à-dire que si on rend aux participants qui font un test, si on rend saillant l'idée que le stéréotype selon lequel ils vont avoir une faible performance dans ce test, bah oui, ça tire leur performance dans ce test vers le bas. Et là aussi, c'est un effet qui a été très très répliqué, aussi des centaines d'études, et la taille de cet effet a été bien quantifiée. Elle est réelle, elle n'est pas énorme non plus. Et en fait, elle est inférieure à la différence de performance entre les sexes, notamment sur ce test de rotation mentale en 3D. Autrement dit, cet effet de menace du stéréotype explique probablement une partie de la différence entre les sexes sur un certain nombre de tests qui sont, où les filles sont désavantagées. Mais il n'explique pas la totalité de la différence. Merci beaucoup. Il y avait une question un peu plus haut. Merci. Vous avez posé qu'on ne devient pas homosexuel, mais on est homosexuel. Est-ce que vous pourriez globalement expliciter, s'il vous plaît ? Oui, c'est évidemment une très bonne question. En fait, c'est amusant parce que finalement, si on interroge les personnes homosexuelles et on leur dit « mais quand est-ce que vous avez choisi d'être homosexuel ?» Elles disent « je ne sais pas, j'ai toujours été comme ça ». Et le plus amusant, c'est souvent quand on retourne la question aux personnes hétérosexuelles. Quand est-ce que vous avez choisi d'être hétérosexuel ? Alors là, la bouche leur en tombe et ils disent la question, ils s'étaient jamais même posé la question, comme si c'était même pas possible de se poser la question. Donc, en tout cas, en ce qui concerne l'introspection, les gens n'ont jamais eu conscience de faire un choix quel qu'il soit. Donc, les gens qui essayent de stigmatiser l'homosexualité en disant c'est un choix et c'est un mauvais choix, on voit bien que c'est pas du tout pertinent. Ce qui peut pas dire que ça soit appris malgré tout, mais en fait, on a testé un petit peu toutes les hypothèses, des hypothèses sur les causes sociales de l'homosexualité, il y en a plein. Est-ce que c'est par initiation de personnes homosexuelles plus âgées? Est-ce que c'est par imitation? Est-ce que c'est une manière d'élever les enfants? Il y a l'hypothèse du petit dernier qui est chouchouté par sa maman, qui va être un petit peu féminisé, etc. Et bon, en fait, si on regarde, il n'y a aucune donnée concordante avec toutes ces hypothèses. Donc voilà, faute de données, on ne peut pas dire que la moindre de ces hypothèses soit correcte. Et par ailleurs, il y a quand même pas mal de données en faveur d'hypothèses biologiques, d'une part génétique et d'autre part hormonale pendant la gestation. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je me tourne de ce côté-là de la salle. Oui, madame, de l'autre côté. Merci. Bonjour. En vous écoutant, je me posais la question, est-ce qu'il y a une médecine pour les hommes et une médecine pour les femmes? Si on est si différent, sachant que dans les laboratoires, principalement c'est les hommes qui les développent, c'est les hommes qui les diffusent, c'est les hommes qui les implémentent. Voilà, une question, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une médecine féminine différente? Alors, il y a un paramètre qui est assez intéressant. Bon, ça, je reviens à votre question, mais c'est quand même intéressant. On s'est aperçu dans un laboratoire qui regardait l'effet de douleur provoquée chez des animaux, que le niveau de douleur était différent selon que l'expérimentateur était un homme ou une femme. Et en fait, on a retrouvé aussi la même chose chez l'humain. Il y a en fait le niveau de douleur perçu ou montré est inférieur si c'est un homme qui est l'expérimentateur ou le médecin que si c'est une femme. Alors, il y a aussi énormément d'exemples où on sait, par exemple, que la longévité après un accident cardiaque, par exemple, va être meilleure si le médecin est une femme.
On sait aussi que, par exemple, dans la réanimation cardiaque, les hommes sont plutôt, bon là aussi, hein, c'est pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais ils sont plutôt meilleurs pour faire tous les exercices de réanimation. Donc il y a des différences en face, je dirais, au niveau du médecin, du praticien vis-à-vis de son patient. Ensuite, il va y avoir aussi des stéréotypes qui vont intervenir. Par exemple, dans le cas de l'infarctus du myocarde, il y a des signes cliniques atypiques chez la femme qui sont moins bien reconnus par l'ensemble des médecins encore aujourd'hui. Enfin, ça commence à se savoir, mais c'est encore moins bien reconnu. Et le médecin a tendance, si c'est une femme, à lui dire oh bah c'est une crise d'angoisse, rentrez chez vous, il n'y a pas de problème. Donc ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce que la femme va subir un délai de prise en charge qui est plus long et donc un risque de mortalité plus important. Alors il est donc difficile de différencier ce qui est dû aux signes cliniques à proprement parler. Donc ces signes cliniques dont je vous parlais dans le cas de l'infarctus, c'est vraiment clair que certaines femmes n'ont pas les signes classiques que l'on reconnaît bien, qui sont bien connus chez l'homme, et que c'est dû à des différences anatomiques, fonctionnelles au niveau des artères, au niveau du cœur. Donc ça, c'est bien connu. Maintenant, le traitement qui est lié aux stéréotypes et à la méconnaissance des signes, des différences de signes cliniques, bon, bah ça c'est un autre domaine où il faut effectivement qu'il y ait une information, une meilleure connaissance de la part des médecins, de la part du personnel médical. Merci beaucoup. Mais écoutez, on arrive déjà au terme de cette conférence, donc je pense qu'on peut vous applaudir vraiment très fort et vous remercier. Merci beaucoup, Catherine.